Les Maîtres de l'Horreur, saison 2, épisode 13. Croisière sans retour. Dream Cruise de Norio Tsuruta. Une croisière de rêve vire au cauchemar quand Eiji comprend que sa femme Yuri entretient une liaison avec Jack, son avocat. Fin de saison pour les Maîtres de l'Horreur. Nous y sommes. L'épisode 13 de la saison 2. C'est fini. Il n'y a plus. C'est la fin. C'est la fin des haricots. Je suis Thibaut Turca. Oh, enfoiré. Pleine émission, il est en train de mettre sur mode avion. J'allais dire que j'étais Thibaut Turca. Je suis Thibaut Turca, toujours et encore. Et je suis ici avec le trublion du podcast, très dissipé aujourd'hui. Jérôme Bouvier. Non, pas du tout dissipé, chers auditeurs, chères auditrices, je vous aime toujours autant. Soyez plus réactifs s'il vous plaît dans les commentaires, j'ai envie de vous dire, surtout que là nous arrivons à un hiatus, nous arrivons à un moment de grande interrogation. C'est la fin de la série saison 2, mais est-ce que c'est la fin du podcast? Est-ce que nous allons continuer ou est-ce que nous allons tout arrêter en se disant « Non, trop de conneries, ce n'est plus possible, se mater tant de filmographie, là nous avons atteint le fond du fond. » Le fond de la mer, le fond de l'océan, le fond des abysses, avec un réalisateur dont la filmographie était tellement foisonnante, tellement incroyablement riche, que je n'ai vu qu'un seul film de ce réalisateur. Je n'ai vu qu'un seul film. Je vous préviens, mon intervention sur ce podcast va être des plus rapides. Rapidos. T'es en train d'insinuer que Norio Tsuruta n'est pas un maître de l'horreur? Je pense que c'est un maître horrible. Je pense que c'est le maître étalon de ce qu'il faut pas faire dans le cinéma horrifique. Bon, en tout cas, on finit la saison donc sur cet épisode japonais qu'on a teasé depuis longtemps parce que c'est un épisode que toi et moi et nous et tous ceux qui nous sommes, allez, venez, rendez-vous à Tokyo. Nous n'avions jamais vu cet épisode. Oui, exactement. Jamais. Et tu as insinué un peu plus tôt dans la saison que cet épisode durait 1h30. Et bah ce qui a provoqué un teasing toute la saison que j'étais là. Mais on était en mode ouais, trop bien, un épisode long. En plus, c'est un truc un peu Ghost Picture avec une fille aux cheveux sales. On adore les filles aux cheveux sales dans les films de fantômes japonais. Qu'est-ce qu'on kiffe, on va pas du tout s'ennuyer. Et puis j'étais super hypé effectivement. Et puis quand j'ai lancé le DVD, j'étais content. Je me suis dit allez vas-y. Allez. En plus, il y avait marqué bonus surprise sur l'édition DVD. Je me suis dit si ça se trouve, la bonus surprise c'est la version longue. Non bon bref, on en reviendra tout à l'heure. Mais autant vous dire que on n'a pas vu la version longue de l'épisode et je pense qu'il ne faut pas regarder la version longue de l'épisode. On a vu l'épisode classique de 55 minutes. J'étais très étonné. Je pensais que sur le DVD français, c'était la version longue. Donc moi, je m'étais mis en tête de regarder la version épisode. Et en fait, sur le DVD français, c'est bien la version épisode qui a été diffusée sur Showtime. Alors qu'aux États-Unis et en Angleterre, c'est la version longue qui est sur le DVD. Malheureusement pour eux. Mais oui, quoi que ça peut être le bonus caché, ça se trouve, c'est la version longue du... Mais pourquoi ils le cacheraient? Pourquoi les Japonais essayent de nous cacher cette version? Bref, Norio Tsuruta, 1960, 47 ans pour les Maîtres de l'Horreur. Si vous suivez, l'épisode 13 de la saison 1 a été réalisé par Takashi Miike. Donc on avait beaucoup parlé de cinéma japonais, parce que Mick Garris et Showtime et la société de production des Maîtres de l'Horreur s'étaient associés au Japon pour créer un épisode 100% japonais, avec quand même des acteurs américains et anglophones dedans, et ils ont refait la même chose pour cet épisode Croisière sans retour. Mais avant d'en arriver là, évidemment, vous connaissez le podcast, la filmo de Norio Tsuruta. Premier mot sur Norio Tsuruta, évidemment, Who the fuck are you? Qui es-tu? Le mec qui a réalisé Ring Zero, que personne n'a vu, dont personne ne se souvient, pourquoi est-il dans cette série? Alors, vous savez que j'aime supputer, surtout avec Jérôme. Je ne dis rien du tout depuis tout à l'heure, je suis au bout de ma vie là. Parce que je me dis, mais c'est moi qui sors de fire. Non, mais en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver des jeux de mots à faire. Non, ça va. J'essaie de trouver des jeux de mots à faire avec Tsuruta. On veut pas de tes jeux de mots. La dernière fois, c'est Takashi Miike, Takashi et Miki. Arrêtez, monsieur Bouvier. Mais on peut supputer que Hideo Nakata ou Takashi Shizimu étaient
beaucoup plus propice, puisqu'ils ce sont les réalisateurs de Ring et de The Grudge Ju-on, Exactement, originaux. Exactement, je trouve ça complètement aberrant qu'ils aient choisi ce mec qui a fait de la J-horror, mais de série Z, quoi. Parce que quand on voit sa filmographie, on en parlera, c'est une première partie aberrant. de filmo classique. J'ai réussi à trouver les films après de nombreuses recherches. Il y en a même un qui existe en DVD en France, chez HK Vidéo. Par contre, deuxième partie de filmo complètement inconnu. Alors oui, il est plutôt expert en films fantastiques et horrifiques, il participe à énormément de films à sketch, de séries, de téléfilms d'horreur, la plupart complètement inédits, introuvables, sans titres internationaux, donc en fait c'était extrêmement compliqué, rien que sur sa fiche Wikipédia et IMDb, de relier les titres entre eux et de se dire « Attends, il a fait ça, mais ça c'est pas officiel, ça c'est officiel ». Donc il a travaillé, on a beaucoup exploré le monde le marché du DTV avec Takeshi Miike qui avait commencé sa carrière aussi là-dedans. Lui, c'est pareil, et Tsuruta, ses premières années de carrière, c'est que des téléfilms et des DTV. Et quasiment tous ces films-là sont tournés en vidéo avec des très très petits moyens. Toutes les critiques en ligne, d'ailleurs, de ses premiers films parlent de films cheap, faciles, des films d'horreur, même ses derniers films, films d'horreur complètement lambda, nuls. Donc c'est vrai que Tsuruta, en fait, sur le papier, c'est uniquement le mec qui a fait Ring Zero, le troisième volet et préquel au Ring de Hideo Nakata, quoi. Donc sur le papier, on était là. Qu'est-ce que ça va donner ? Et au final, ça a donné un truc très court, parce qu'on va y arriver très vite. Grosso modo, en 91, il commence sa carrière avec quelque chose qui s'appelle Histoire vraie, Scary True Stories, qui sont 10 histoires considérées par certains comme la vraie jeunesse du J-horror, donc destinées au marché vidéo et télévision. C'est d'ailleurs des trucs qu'il va refaire en 2015, et le concept évoluera et continuera sans lui en 2022. Entre 91 et 96, il fait plusieurs films, presque une dizaine de DTV. Il fait une pause de 3 ans en 96, il revient avec un épisode de la série École hantée, épisode écrit par Hiroshi Takahashi, qui est le créateur de Crow's Zero, mais qui est surtout le scénariste de Ring 1, Ring 2 et Ring 0. Et c'est lui qui a eu l'idée de proposer Ring 0 en 2000, le commencement à Norio Tsuruta. On va faire une extrapolation ici, parce qu'évidemment, Ring 0, il faut contextualiser dans comment il arrive dans cette franchise, qu'est-ce qu'il représente, etc. Donc je me suis plongé dans les méandres Wikipédia, Google, Bing et autres moteurs de recherche de la saga Ring. Désolé d'avance si c'est pas clair, je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que c'est absolument fascinant ce qui se passe autour de cette franchise. Franchise qui est donc adaptée d'une série de romans de Koji Suzuki, dont l'épisode Dream Cruise Croisière sans retour se basera aussi sur une de ses nouvelles. On a donc Ring en 91, Spiral en 95, Loop en 98, la collection d'histoires courtes Birthday en 99, S en 2012 et Tide en 2013. Voilà tous les romans. Le roman original a pour héros un homme, son meilleur ami est son sidekick, et sa femme et son enfant sont des victimes potentielles. Donc une dynamique totalement différente du long métrage de Nakata. Et c'est des romans qui sont beaucoup plus intéressés par la science que les fantômes, allant même jusqu'à la science-fiction. Sadako serait d'ailleurs hermaphrodite et tue via la variole. C'est ce qu'elle refile aux gens quand ils découvrent la cassette. Et il paraît même que dans certains romans, on apprend que c'est une créature digitale telle l'agent Smith de la saga Matrix, réalité contre monde virtuel, et que Sadako en fait serait une entité. C'est pas totalement con, et ça explique peut-être pourquoi dans le dernier Ring, le fameux Rings, le cercle ou Rings, les cercles, etc. Ça se propage au niveau de l'informatique, de l'internet, et c'est dans le world. Oui, non mais là, je te parle pas de digital internet, je te parle que on vit dans une simulation dans les romans Ring. Et peut-être que si Rings avait marché, les Américains auraient fait une version Matrix de la Force, quoi. En tout cas, le roman, sans être un best-seller non plus, je crois que c'est un roman qui a mis du temps un peu à s'installer, mais c'est un roman qui marche, une histoire qui marche. Alors, pour la petite info, il est sorti dans la collection Press Pocket Terror, que je vous conseille, chers auditeurs, de dénicher. Une collection qui est géniale, on la reconnaît, c'est la tranche noire, lettrage rouge, avec des fois des belles couvertures faites par Pierre-Olivier Templier, je me rappelle. Et Ring est sorti dans cette collection-là. Je l'ai en bas possession, j'ai lu 30 pages. Super, le Super mec bosse. Anecdote. Vraiment, il est temps qu'on arrête ce podcast. Je t'avais dit, je vais faire 15 secondes. 15 oui, bien sûr, tu promets à chaque fois, et puis on se retrouve avec un montage de 2 heures. Donc en tout cas, le roman est adapté une première fois à la télévision dans un téléfilm de Joji Ida, qui est jugé assez fidèle, mais extrêmement cheap. Les images d'ailleurs sont assez catastrophiques en 95, ce qui fait que les Japonais réadaptent ce projet sans vergogne en 98. Hideo Nakata, Ring,
phénomène de société, plus gros succès d'un film d'horreur au box-office japonais, film qui va mettre quelques années à sortir chez nous, c'est début des années 2000 uniquement, au cinéma, où il a fait, je crois, presque 100 000 entrées, et puis ensuite dans la collection Studio Canal, Asian. Avant d'en arriver à ce qu'on pense de Ring Zero, parlons de la saga Ring et de ce commencement. Est-ce que tu as on a déjà parlé de la J-horror, le fait toi et moi, on n'a pas vraiment une attache particulière. Est-ce qu'on peut revenir au phénomène Ring, ce que ça représente? Est-ce que surtout que comme toi, tu l'as revu pour le podcast? Bien sûr, et puis c'était énorme. Quand le film est sorti, évidemment, toute la presse en parlait, toute la presse le soutenait. Je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu que en DVD à sa sortie. Donc oui, j'avais trouvé ça plutôt sympathique. Mais ça en était resté là. Et à le revoyeur, je me dis que j'en suis toujours au même stade, en fait. Je vois pas plus de génie dans tout ça. Hideo Nakata m'est sympathique, mais quand j'ai vu récemment en Blu-ray son Darkwater, je me suis dit non, en fait, son cinéma, je suis pas fan. Je n'aime pas Hideo Nakata, je m'emmerde devant ses films. Il y a éventuellement de quoi faire quelque chose de très fort. Il y a une thématique qui est très bonne, il y a une enquête, il y a une intrigue, c'est quand même un film qui est très pesante, avec un climat assez austère, assez triste, avec une mise en image qui est parfois très terne, très urbaine, avec il y a des petits passages bucoliques, mais qui sont toujours dans cette grisaille un peu ambiante. Il y a quelque chose comme si, en fait, il avait tout passé avec un bleu-gris, tout son film entier, ce qui fait que ça donne un climat qui est un petit peu triste, un peu monotone, un peu monocorde, et qui manque un peu de folie, il manque quelque chose, il manque un peu de liesse, il manque un peu pas de joie de vivre, évidemment, parce que le film est très moribond, quelque part. Mais voilà, c'est un film morbide, Ring. À la sortie du visionnage, je m'étais dit, ouais, en fait, il y a une scène choc à la toute fin du film. Voilà, qui a été parodiée dans Scary Movie 3, d'ailleurs, de façon très géniale. Voilà, il y a des moments, voilà, il y a une scène choc, mais il faut attendre toute la fin du film pour voir ça. Et jusque-là, en fait, j'ai envie de dire que, ok, c'est sympathique, il y a des idées, il y a une belle mise en place, il y a une intrigue qui est de plus en plus passionnante, mais c'est très lent. C'est très monotone, monocorde, comme je l'ai déjà dit. L'actrice principale joue bien son rôle, il n'y a pas de souci. Il y a un bon duo avec son ex-mari, même si j'avoue que je suis un petit peu perplexe sur les interactions entre les deux par moment, surtout avec le petit garçon, qui est leur fils unique, qui est au milieu, qui a des réactions très étranges également, qui sont mieux traitées dans la version de mémoire américaine, alors que là, pas du tout. Je prends par exemple cette séquence où on voit pour le mari pour la première fois où le gamin s'arrête avec son parapluie, qui lève les yeux vers un bonhomme, un acteur très sympathique qu'on adore pour Hiroyuki Sanada. Voilà, immense acteur génial, avec son parapluie qui le regarde sans rien dire. C'est un film qui joue vachement sur les silences, qui joue vachement sur l'ambiance. Le problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à s'attacher à ce qui se passe vraiment au personnage parce que ils ont pas de chair, en fait. C'est des figures tristes, c'est des figures monocordes. On n'a pas envie de s'attacher à eux, à ce qu'ils risquent, en fait. Le seul concept autour de la cassette vidéo maudite, on va revenir là-dessus, c'est une cassette que si on la visionne, on entend le téléphone sonner, on est appelé, une voix vous signale que vous allez mourir dans 7 jours. Voilà, le concept, l'idée, absolument excellente. Franchement, une idée excellente. Le revoir aujourd'hui, évidemment, à l'aune du Blu-ray, à l'aune du tout digital, évidemment, ça fait sourire. Mais ce côté désuet fonctionne quand même bien. Ça fait quand même vraiment du bien de revoir un peu cet attachement à la pellicule et à la bande magnétique des cassettes vidéo. Il y a un concept là-dessus qui est assez génial. Surtout que le film joue, cette vidéo joue beaucoup aussi sur le grain, cette neige qu'il y avait au début des cassettes, tout ça. Donc ça joue vachement là-dessus et c'est assez excellent. Mais voilà, c'est un film qui est terne, c'est un film qui est triste. Ce qui fait que j'en suis sorti en mode... Oui, bon, ok, c'est cool, il y a la scène finale qui est un peu choc, mais je me suis quand même profondément emmerdé devant. Voilà. Non, mais c'est vrai. Tout ça pour en arriver là. Ouais, non, mais c'est vrai, voilà, je me suis vraiment emmerdé devant et je suis un petit peu déçu. Mais je garde en mémoire qu'il y a un concept qui est génial, il y a une super idée, mais ça conduit à un film monocorde. Et au final, les Américains, finalement, quand Gore Verbinski a fait son remake avec Naomi Watts, il a corrigé tous ces petites erreurs de parcours-là, en mettant quelque part plus de folie, et je préfère largement la version américaine. Oui, non, mais c'est tout à ton honneur. De toute façon, la version américaine est pour beaucoup considérée comme un bon remake, et surtout se base sur la trilogie finalement, donc mais incorpore beaucoup d'éléments par rapport à Sadako qui devient Samara, mais qui a un passé, on comprend mieux son histoire. Là, c'est un film quand même, comme tu dis, très austère. J'aime cette austérité. Je l'associe beaucoup à la J-horror, ce côté un peu froid, oui, ce côté un peu lent. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'adore Audition, même si je trouve Audition, c'est la palette de ce qu'il propose encore plus forte dans la folie justement.
Mais moi pareil, pour revenir à l'origine, Ring, je l'ai découvert quand ça a commencé à buzzer, avant le remake, que j'ai vu assez tardivement le remake, parce que j'étais en mode un peu rien à foutre. Mais c'est pareil, c'était un film qui m'avait laissé froid. Je l'avais revu sur Canal il y a une dizaine d'années. Pareil, j'étais là, ouais, c'est pas un de mes films coup de cœur, c'est pas un de mes préférés de la J-horror, et comme on l'a dit dans la saison 1, mais peut-être le répéter, la J-horror est un phénomène où, moi, qui m'a laissé un peu de marre, parce que comme tu dis, fille perdue, cheveux sales, quoi, c'est genre, c'est toujours les mêmes poncifs, c'est à peu près toujours les mêmes méchants, alors il y en a une qui regarde méchamment, il y en a une qui fait comme ça, et puis tu varies un peu les méchants. La mort en ligne, je l'avais un peu réévalué pour l'épisode Mickey, mais c'est un peu toujours les mêmes poncifs finalement. Hein. C'est une histoire tragique enfin voilà, c'est la culture japonaise aussi, les kaidan, etc. Cette figure du fantôme qui revient hanter à cause d'une méprise à l'origine. C'est jamais vraiment, il y a toujours quelque chose de tragique à la base de ces fantômes-là. Mais la base de la J-horror a tendance à me faire chier. Et comme toi, notamment le Darkwater, je l'avais pas du tout aimé quand je l'avais découvert. Et du coup, je me suis jamais vraiment plongé dans ce cinéma-là. Oui, je suis pareil que toi, et j'ai peut-être une préférence pour Ju-On, qui est beaucoup plus ludique au niveau des attaques de spectres, etc. Parce que de mémoire, Ju-On est plus rythmé, il y a plus de volonté de vouloir faire sursauter le spectateur, de le torturer psychologiquement, et je trouve que Ju-On est beaucoup plus réjouissant à regarder. Après voilà, Ring, c'est une simple enquête, voilà, où la VHS existe déjà, c'est une légende urbaine au début du film, hein, l'héroïne du film est une journaliste qui enquête là-dessus, qui fait des interviews. C'est un film qui ménage largement ses effets, comme tu as dit, il y a très très peu de passages horreur, il y en a que 3 vraiment, dont les 10 dernières minutes qui je trouve quand même très très intenses et assez exceptionnelles. Moi j'adore le sound design du film, je pense que c'est là où le film aussi s'élève au rayon de film d'horreur et de terreur, c'est grâce à son sound design extraordinaire, que ce soit les jeux sur la VHS, que les jumpscares, etc. Je trouve que ça marche vraiment bien. L'univers graphique du film est excellent. D'ailleurs, on parlait de Cigarette Burns, le fameux reveal de qu'est-ce qui est contenu dans le film interdit dans la saison 1, et je trouve que Ring a une très très bonne VHS maudite. Enfin, les images sont assez saisissantes, tu sais pas trop ce que tu vois, c'est étrange, il y a quelqu'un qui pointe du doigt, il y a de l'eau, il y a le puits, et je trouve que ça marche vraiment bien quand tu vois vraiment les images de la VHS, ou que dans les bonus DVD Blu-ray tu peux la regarder à part. Oui. Je trouve que ça marche. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai vu le film pour la première fois en DVD, ça proposait de regarder la vidéo maudite, et j'avais la trouille en fait. Honnêtement, chasse auditeur, j'avais vraiment la trouille. Parce que, ok, je casse un peu le film, mais il avait quand même fonctionné. Quelque part, bizarrement, étrangement, il avait fonctionné sur moi, parce qu'à la fin, j'étais quand même suffisamment gêné à l'idée de me dire, je vais lancer la cassette maudite et voir ce qui va se passer. Et je me suis donc lancé la cassette maudite. Bon, il s'est rien passé, personne ne m'a appelé. Hein. Et puis, grâce au podcast, j'ai remarqué aussi énorme influence The Changeling, l'enfant du diable de Peter Medak. Mais genre, j'ai été choqué à quel point les films, je trouve, se ressemblent, c'est-à-dire une enquête paranormale, mais d'un point de vue un peu terre-à-terre, assez lent, assez froid, avec des petits éléments chocs de temps en temps, mais je trouve la base du film extrêmement similaire, tout comme le cinéma de Norio Tsuruta est très influencé par Changeling, l'enfant du diable de Peter Medak. Je pense certainement que Ring Zero est carrément influencé, c'est sûr. Le premier Ring, quand tu m'en as parlé par messager, on l'a évoqué, je le sens plus dans l'atmosphère, effectivement dans le rythme, mais pas tant que ça dans l'histoire. Ah non, pas dans l'histoire, mais la construction rythmique et visuelle du film. Je trouve ça très similaire au film de Peter Medak. Par contre, dans les deux défauts, avant de passer à autre chose, parce que on va pas, c'est pas un podcast sur Hideo Nakata. J'ai toujours trouvé comme toi Yoshi, l'enfant, chiant. Je le trouve chiant dans le film, je l'aime pas. J'en ai rien à foutre de lui. Il ne miaule pas. Dans The Grudge, dans Ju-On, il miaule. Là, il fait rien à part faire sa tête de petit merlan frit. Moi, il m'insupporte. Et je trouve Hiroyuki Sanada insupportable. Son personnage insupportable dans le film. Avec ce côté, comme t'as dit, un peu étrange, sans explication. Alors, comme d'hab dans la J-horror, il y a des trucs paranormaux qui seront jamais expliqués. Donc là, dans la saga Ring, il y a des voyants, des gens qui ont voilà, des pouvoirs psychiques, etc. Donc c'est la base de Sadako. Je crois que le pire, c'est le 0. Hein. Le 2 va... Ah, le 2, c'est what the fuck total. Mais ouais, et je trouve surtout donneur de leçons. À un moment donné du film, il hurle sur son ex-femme, mais t'as envie de lui dire, mais ferme ta gueule, elle est en haut en train de remonter tes putains de sauts, c'est toi qui devrais être en haut, t'as plus d'énergie, elle est paniquée, elle va mourir le lendemain, et le mec lui hurle dessus, mais j'étais là, mais ferme ta gueule, connard. J'ai pas compris du tout ce qu'elle foutait, la pauvre, mais la pauvre. Je me suis dit, mais attends, un seau rempli de flotte du fond d'un puits, mais ça fait du poids, quoi, à la fin t'as plus de bras, hein. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel, mais leur technique ne marche pas du tout. Incompréhensible. Et lui, il lui hurle dessus, il ose lui dire, continue, et t'as envie de dire, mais en fait, connard, tu arrêtes. Exactement.
Bref, donc Ring, vous l'avez peut-être tous vu, mais saviez-vous que le même jour au Japon est sorti Spiral en 98, le même jour, parce que les Japonais sont habitués au double feature et au double programme, mais quand même réalisé avec une équipe différente, mais avec des acteurs qui reviennent, dont notamment Hiroyuki Sanada. Il n'y a pas le personnage de Raiko, l'héroïne du 1, mais il y a le personnage de Hiroyuki Sanada, etc., qui est une adaptation donc du deuxième livre de la saga Ring, mais qui est considérée comme la suite oubliée, parce qu'il s'agit d'une vraie adaptation du livre. Parce qu'en fait, évidemment, Ring 1 s'éloigne énormément de Sadako, de la figure de Sadako du livre, et surtout de ce truc de la variole, etc. Alors que ce deuxième film est plus fidèle au roman. Donc en fait, déjà, on est dans une confusion totale. Ouais, mais fidèle au roman numéro 2, alors. Numéro 2. Donc, en fait, ils ont adapté roman numéro 1, roman numéro 2, avec des comédiens similaires, mais une équipe différente pour les deux films. Ils les ont sortis le même jour, sauf que les gens se sont rués sur Ring, qui était un film de terreur, etc., et que Spiral est considéré comme le petit nanar de la franchise que tout le monde a oublié, mais aussi parce que le film n'est pas une suite du film de Nakata, c'est une adaptation du deuxième livre. Mais en fait, comme le film original s'éloigne en pas mal de points du roman original, ça crée déjà une confusion. Donc j'ai pas encore eu le temps de voir Spiral, mais j'ai hâte de le voir. Je l'ai jamais vu. Il est sur le bonus du Ring 2 de l'édition Arrow, chez Asian Star. Aussi chez de Dionnet, oui, la collection. D'accord. Mais il est effectivement généralement dans les Blu-ray, etc., les collections de la trilogie, on le retrouve en bonus. Mais donc il faut oublier cette suite, ou pas, vous allez voir tout à l'heure. Parce qu'ensuite, Ring 2 arrive sur les écrans en 99, donc toujours de Hideo Nakata, une histoire originale qui ignore les événements de Spiral, le livre, donc ils n'ont pas adapté le livre Spiral, ils sont partis sur une nouvelle enquête autour de la disparition de l'héroïne et de son fils du premier volet par les gens qu'ils ont laissés derrière, entre guillemets, c'est-à-dire le collègue caméraman de la journaliste et l'assistante de l'ex-mari Sanada. Oui, qui étaient les personnages que l'on entrevoyait dans le premier épisode, qui n'avaient aucune chair non plus, mais qui cette fois-ci on leur donne plus de choses à jouer, quoi. Oui, il y avait cette espèce d'hommage à Chien de paille un peu étrange. Elle est en train de réécrire l'algorithme sur lequel il est en train de travailler. C'est une scène, je comprends pas. Et on ne comprend pas leur raison. Pour moi, ils couchaient ensemble, mais pense, dans le deuxième volet, c'est insinué que non, c'était juste. Non, c'est son assistante, mais j'ai pas. Assistante. Mais sauf qu'il ça peut. Mais ça, c'est Nakata. Hein. Sauf que c'est Hideo Nagata, quoi. Dans le premier film, il nous fait voir des scènes. Des fois, je me suis demandé, mais où est-ce qu'il veut en venir? Parce qu'il y a aucune conséquence à ces actes-là que l'on voit à l'écran, et c'est très gênant. Mais oui, c'est dans le film, ça te donne un contexte qui sont intimes. Parce que tu dis, on dirait qu'il y a une jalousie. On dirait qu'il y a une relation. Mais je pense que c'est carrément joué. Mais dans le 2, ça va à l'encontre de tout ça. Voilà, une assistante qui aimait bien, enfin, je sais pas. Qui s'inquiète pour lui. S'inquiète pour lui, et qui a aussi des pouvoirs. Ce qui fait que leur relation se base sur le fait que lui sait qu'elle a des pouvoirs et lui dit, fais attention parce que moi je suis considéré un peu comme un fric et ne le dis pas à tout le monde. Mais bref. Donc Ring 2, qui va encore plus dans la mythologie de Sadako. On apprend notamment qu'elle est restée dans le puits pendant 30 ans, en vie. Et avec la notion aussi qu'elle transfère finalement ses émotions et ce qu'elle veut faire voir via donc les enregistrements télé, via certaines choses. Et donc en fait ça suppute, hein, ça n'est jamais officialisé. Tu attends Ring 0 pour avoir la réponse, on n'aura jamais la réponse. Mais ce côté d'où vient la VHS, qui est la base de Ring 0, d'où vient cette VHS, ça ne sera pas du tout le problème du film. Mais oui, plus dans la télékinésie, les pouvoirs surnaturels avec Raiko et son fils qui ont disparu, mais en fait ils sont dans un centre commercial à 2 secondes à Tokyo. Enfin, il y a vraiment des scènes aberrantes. C'est un film que je trouve vraiment complètement raté, bien qu'il soit le deuxième plus gros succès au box-office derrière Pokémon 2000, tellement le film Ring 1 avait marqué les esprits. Mais ouais, Ring 2, j'ai jamais pu supporter ce film et je le trouve un peu inconséquent. Il garde un peu la même ambiance que le 1 avec le côté enquête, mais en fait il y a beaucoup de choses aberrantes dans le film. Oui, c'est un film complètement what the fuck, comme on dit souvent. Dès le départ du film, honnêtement, j'avoue avoir été happé, j'étais un peu dans l'histoire. Voilà, la première demi-heure, ça fonctionne, tu te dis, tiens... Oui, ça suit direct, voilà, tu dis, waouh. Il y a une intrigue, il y a des choses, il y a un peu plus de rythme, ça veut donner plus de choses à l'écran, ça veut donner plus de tension, etc. Pourquoi pas, ça fonctionne. Là, j'avoue que je suis un peu dedans. Mais rapidement, je finis par être perdu parce que je ne sais plus qui sont les personnages. En fait, je perds de vue l'enquête, je perds de vue l'intérêt, les aboutissements de ce qu'ils cherchent. Je suis complètement paumé dans l'histoire, je suis paumé face à ce que je vois à l'écran parce que je n'arrive plus à les dissocier. Je n'arrive plus à reconnaître l'héroïne du premier. Des fois, il y a des moments, je suis là, attends, c'est elle, c'est pas elle. Franchement, je suis vraiment très gêné devant le visage de ce film. Par contre, à la défense du film,
c'est que ça devient de plus en plus grotesque. Donc de plus en plus drôle à regarder. C'est-à-dire que la partie finale avec la piscine, avec la plongée dans le puits, etc., cela conduit à des séquences qui se veulent plus rythmées, plus horrifiques, plus rentre dedans, et ce qui fait que le film devient beaucoup plus drôle à regarder. Le fait est que c'est au détriment d'une intrigue qui soit posée, contrairement au premier. Le premier, l'intrigue était bien posée, elle était austère, certes, je lui reproche pas mal de choses, mais au moins il y avait quelque chose qui était assez linéaire, assez bien construit. Dans le deuxième, c'est le bordel, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils explosent tout. À la fin, la dernière demi-heure, c'est une succession de jumpscares, de scènes qui se veulent horrifiques. Elle est dans le fond de la piscine. Non, en fait, elle est dans le fond d'un puits. Elle essaie de remonter. Mais il y a des images qui restent imprimées dans la rétine. La silhouette de Sadako qui sort du puits, qui se met à monter, à grimper comme une araignée sur les parois du mur de puits. C'est assez sympathique, ça conduit à des séquences, à des images qui sont assez belles en soi, dans le genre horrifique. Et on arrive à Ring Zero en 2000, donc adapté d'une histoire du recueil Birthday qui parle des origines de Sadako, mais qui en réalité n'est pas vraiment une adaptation de cette histoire parce qu'il fait suite en fait aux films de Nakata qui sont partis dans une autre direction. Nakata refuse la réalisation du film et Norio réalise là son premier long métrage pour le cinéma et il décide d'aborder le film comme la tragédie de Sadako en mode Kari. Donc le film débute 30 ans avant le premier film. Sadako, jeune fille au destin tragique puisqu'elle a perdu sa mère, qui s'est suicidée en se jetant d'un volcan, si vous suivez, au pouvoir qu'elle ne contrôle pas, qui dégage une ambiance malaisante autour d'elle. Tous les gens sont un peu c'est bizarre depuis qu'elle est là, il se passe quelque chose. Il y a une enquête sur elle par une journaliste armée d'un pistolet, on ne sait pas d'où elle sort, qui elle est, qui ressort les bandes du flashback du premier film où il y avait la fameuse l'un des seuls flashbacks qu'on a vraiment clair dans le premier film. Donc Sadako tue un journaliste qui accusait sa mère de tromper tout le monde. Et en fait, cette figure innocente au départ de Sadako essaye de devenir comédienne, mais suscite jalousie et convoitise. Ring Zero, c'est un film que j'avais vu une seule fois quand je m'étais fait la trilogie à l'époque, et déjà que j'avais pas aimé le 2, le 0, j'étais là, c'est nul, enfin ça n'a aucun intérêt. Donc je l'avais complètement oublié. Et déjà, pour ceux qui considèrent que Ring est chiant, Ring Zero met un temps fou à démarrer. Et en fait, ça veut tellement être une approche intimiste sur Sadako qu'il oublie d'être un film d'horreur ou fantastique. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure de film pour commencer à révéler le mystère Sadako. Parce qu'au départ, on sait que c'est Sadako, donc on se dit, bon, il y a un moment donné, ça va répondre à des questions. Et en fait, ça part complètement en ridicule, quoi. C'est-à-dire que il y a des scènes, la scène où on nous révèle qu'elle est double et qu'elle s'est dédoublée après un traumatisme. T'es là, pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi une scène de meurtre à la Orient Express, Hercule Poirot, où il y a 6 personnages qui prennent relais pour la tuer. Et t'es là, mais mon Dieu, mais c'est ça l'histoire de Sadako, quoi. Déjà, bon, c'est un film, on n'y croit jamais que c'est 30 ans avant. On a l'impression que c'est un film qui se passe au début des années 90 maximum. À part le pistolet de cette fameuse journaliste qui se mêle de je sais pas quoi, il y a aucune info vraiment sur l'époque et le budget est trop petit pour essayer de faire de la reconstitution. Mais surtout, en tant que préquel, certes, ils utilisent des trucs des premiers films, donc comme j'ai dit, le parasitage audio sur la bande son du moment où le journaliste est mort, etc. Mais en fait, pour nous, Ring et Sadako, c'est la VHS, et le film passe complètement outre cet élément. C'est-à-dire qu'il répond à des questions qu'on ne s'est jamais posées. Qui est le vrai père de Sadako? Je ne sais pas, moi je n'ai pas envie de le savoir, on ne le saura d'ailleurs pas dans Ring Zero, mais elle insinue que son père n'est pas son père. Mais on voit là comment ça a mené à la scène du puits qu'on voit dans la VHS. En fait, le pouvoir de Sadako, qui a un vrai pouvoir, j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais de pouvoir imprégner des choses avec sa pensée, et notamment les bandes magnétiques, etc., qui des expériences télékinésiques qui existent vraiment. En fait, c'est à nous de faire le travail. Genre, ok, elle était dans le puits, donc à un moment donné, peut-être que son faux père a enregistré une VHS, et du coup, c'est devenu la VHS maudite. Enfin, il y a une extrapolation à faire qui est juste pour le spectateur, en mode, bon bah voilà, elle est restée 30 ans dans le puits, comme vous l'avez appris dans le 2, et puis faites le boulot, quoi. Donc c'est un film très étrange, que j'ai pas complètement détesté, parce que j'ai trouvé ça assez sérieux, assez soigné, c'est pas un nanar, le film est dans la continuité du 1, mais il est tellement pas satisfaisant, ni en réponse, ni en horreur, qu'en fait, c'est un film qui passe à côté, quoi. J'aime beaucoup la comédienne principale, je la trouve vraiment très très bonne. J'aime bien la direction de Norio Tsuruta, et c'est le film où je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être quand même voir les premiers J-Horror de Norio, les 2-3 films qui ont suivi ça. Mais Ring Zero reste pas dans les annales sans être un nanar pour autant. C'est marrant de parler d'annales quand on sait qu'il y a le fond du puits, quoi. Donc, Jérôme Bouvier. Donc, le fond du puits. On est au fond du trou. Je me suis dit, c'est cool, le film me passionne, le film m'intéresse. J'étais à fond dedans, grâce à l'actrice principale, parce que franchement,
oui, elle est très très bien dans le rôle. Elle est touchante, elle rappelle Sissy Spacek dans Carrie, t'as bien fait de le mentionner, parce que on est vraiment happé par son histoire. Donc moi, j'étais vraiment à fond. Elle rappelle aussi l'innocence du personnage d'audition, la fausse innocence du personnage d'audition. Mais d'ailleurs, on dirait un peu, c'est un peu les mêmes actrices, hein, ce côté un peu diaphane, Angélique, voilà, filiforme, angélique, et puis voilà, des tenues blanches et tout. Donc franchement, moi, j'étais vraiment happé dans l'histoire. Puis plus le film avançait, plus je me suis dit, finalement, Paranormal Activity 3, quand il voulait raconter d'où venaient les deux gamines, les deux femmes sorcières, machin, etc. Finalement, le préquel de Paranormal Activity 3, qui était un navet, était franchement mieux réussi peut-être au niveau de la narration. C'est-à-dire qu'en fait, il apportait de vraies réponses, il apportait des vraies choses, il t'expliquait vraiment d'où ça venait, tu comprenais un peu d'où sortait cette histoire de démon chicken de la baraque de Paranormal Activity. Il y avait un sens. Là, plus le film avance, plus je perds le sens. Au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi déjà tous la détestent autant ? Je ne comprends pas. Elle ne fait de mal à personne, elle ne dit de mal à personne, elle n'a pas spécialement d'interaction avec eux, sauf tout en douceur avec ce jeune acteur, ce jeune homme qui est très sympathique. Le régisseur, ouais. Voilà, le régisseur son de la salle de théâtre, qui est très sympathique. Mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde la déteste autant. Ils la regardent, de la première apparition du personnage de Sadako, ils sont tous là à la regarder comme si elle était une pestiférée. Mais je pense que c'est ce qu'elle dégage naturellement. Elle met les gens mal à l'aise. Mais justement, c'est ça qui me gêne, c'est qu'en fait, elle n'a pas de tare physique, elle a rien sur elle. Oui, mais c'est insinué, c'est Sadako, elle a des pouvoirs, et c'est un de ses... En fait, elle contamine par son aura les gens autour d'elle, et les rend dingues, quoi. Oui. Oui, bah, c'est pas bien. Moi, ça me gêne parce que en fait, il y a pas d'effet visuel, il y a pas de volonté de vraiment te le démontrer par l'image, par le son, qu'il y a quelque chose qui va pas. Si ce n'est sur les pistes sonores, ok, il y a toujours un son bizarre, ils entendent un son bizarre dans les pistes sonores, il y a une sorte de grésillement intense et atroce. Bon, pourquoi pas, mais dans les faits, quand on regarde le film, on se dit, ils sont en train de injustement s'en prendre à elle leur a rien fait, quoi. Donc sa mise à mort, effectivement, est totalement... je trouve ça grotesque en plus comme ça arrive. Mais c'est une catastrophe. C'est complètement stupide. Et ça m'a profondément énervé et je m'étais dit le film va s'arrêter là. Mais non, il reste encore 25 minutes derrière. Oui, parce qu'à un moment du film, le personnage meurt. Hein. Sadako est morte et ensuite il l'emmène quelque part pour arrêter la malédiction parce que cette journaliste a absolument tout compris à la vie. J'ai peut-être loupé le moment où on apprend que cette femme qui enquête est la fille de quelqu'un, etc. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment pas de réponse. Il y a pas de réponse du tout. Moi, j'ai regardé le film vraiment très assidu parce que tu t'es dit c'est le seul Norio que je vais regarder. Je vais regarder ce film-là, faut que je me concentre. Et mais ce personnage de journaliste est imbuvable. Elle ne sert strictement à rien. Elle est juste là à faire genre avec son stylo. Elle a les yeux froncés parce qu'elle dit qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça conduit à des moments complètement grotesques. Je reconnais au film quelques petits points positifs. Il y a des scènes qui fonctionnent. La scène sur le théâtre. Génial. Oui. Voilà, cette longue séquence-là, je la trouve réussie. Avec un côté très, très inquiétant, très angoissant, qui m'a rappelé d'ailleurs ce qu'il a fait, le réalisateur, avec un autre réalisateur, là, avec Late Night with the Devil. Où on a pareil ce côté un peu d'un coup qui part en sucette en direct, etc. Et je pense que ce film américain-là a une petite influence peut-être, je sais pas, ça se pose la question. Rick Zero. On sait pas, mais j'ai quand même aimé cette ambiance. Le problème, c'est que ça conduit sur rien, une mise à mort conne, et avec une conclusion qui est complètement aberrante, où j'en suis sorti en me disant, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire, quoi. Et à la fin du film, c'est 6 personnages dans la forêt qui meurent de crise cardiaque un par un à la queue leu-leu. T'es là genre, ah ouais, ok, putain... Honnêtement, en tant que spectateur, on espère avoir des réponses, on espère avoir un accompagnement, choses qui ont été faites dans les films américains quelque part qui étaient plus plausibles. Il y avait une vraie explication concrète. C'est qu'en fait, mais ça c'est tout le débat. C'est-à-dire, est-ce que Ring est mieux parce qu'il est mystérieux ou est-ce que le cercle est mieux parce qu'il est grand public? Et c'est vrai que Ring, je préfère le cercle. Non, mais très bien. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui n'aiment. Est-ce qu'on a besoin de tout savoir sur la VHS? Non, je dis juste, tu fais Ring 0. Le commencement, Birthday, ou je sais pas quoi. Oui, tu t'attends au moins à savoir ce qui se passe avec la VHS, quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà. Hein. La version américaine, voilà, le fait de plus expliquer, de vraiment venir à une sorte de schéma narratif classique, hollywoodien, ok, c'est peut-être très consensuel, mais n'empêche que quand tu sors du film, t'es satisfait. Moi, j'ai de la satisfaction devant le cercle de Gore Verbinski. Je sais que Ring 2, l'américain, réalisé par Hideo Nagata, je sais que c'était... du grotesque total. Je me rappelle que j'ai un souvenir que c'était très grotesque. Voilà, pour avoir revu le Rings récent de 2017, si je me rappelle bien, voilà, ça voulait apporter de nouvelles pistes, ça voulait apporter de nouvelles choses, ça voulait apporter le film, ça voulait explorer d'autres situations, d'autres idées.
Voilà, c'était louable. Après, le film part en nawak total, ça devient limite un plaisir coupable ultime, on peut pas se mentir. Mais bon, voilà. Mais je trouve que les Américains, ils y vont plus dans l'explication, dans les scènes chocs, et je trouve ça beaucoup plus fun à regarder au final. Bon, en tout cas, voilà, Ring Zero de Norio Tsuruta n'est pas resté dans les annales, bien qu'il fasse partie intégrante de cette trilogie initiale. Mais si vous suivez donc à Ring 2, Ring Zero, qui font partie de la même saga qui se base sur l'univers créé par Nakata et son scénariste, et il y a aussi, dans tout ça, Spiral. Nakata, voilà les Dalton. Ensuite, donc, on va essayer de suivre, hein, mais ouais, suivez-moi. Arrête de rigoler parce que tu vas voir, ça va te péter le cerveau. Il y a donc la franchise américaine. Voilà. Le Cercle, The Ring 2 réalisé par Hideo Nakata, et Rings, comme tu l'as dit. Voilà, on en a assez parlé. Ensuite, au Japon, il y a quelques années sans film Ring, mais ils ressortent Sadako des tiroirs, et ils font Sadako 3D et Sadako 3D 2, qui sont des suites de Spiral, et non pas de Ring 2 de Nakata. Donc là, on est sur l'autre franchise, créée par Spiral, où ils vont refaire aussi Sadako DX, qui n'est pas la suite de Sadako 3D 1 et 2, mais qui est aussi une suite de Spiral. Donc là, on a la franchise Spiral. Donc il y a une sorte de... C'est comme un couple qui a eu plusieurs enfants. C'est la saga Halloween, hein, All Over Again. Ouais, c'est ça. Voilà. On choisit quelle suite, on fait quoi. Ensuite, il y a Sadako versus Kaijo, The Ring versus The Grudge, qui est apparemment un gros plaisir coupable. Donc moi, j'ai entendu une journaliste sur les bonus Arrow me dire que c'était très fandard. T'imagines le film, en fait, la meuf descend les escaliers en se contentionnant pour tomber dans un puits. J'ai vu un extrait. Non, mais c'est la meuf qui descend les escaliers et en bas, il y a Sadako qui la regarde. C'est Freddy contre Jason dans une maison japonaise. Il y a un gamin qui est en mode chat et qui filme le tout avec une caméra VHS. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce film existe. Sadako versus Kaijo, le Freddy contre Jason du Japon. Mais dans tout ça, en 2019, Hideo Nakata revient et fait Sadako. Tout simple. Qui est une suite de son propre Ring 2. Non mais c'est incroyable cette franchise. Cette franchise, mais maintenant je sais que ça devient un objectif de vie, j'ai envie de tous les voir. Tellement c'est genre, mais où ils sont allés quoi. Donc voilà. C'est la franchise Ring a encore beaucoup de films à explorer, sans compter les nombreux films et téléfilms qui se prétendent Ring mais qui sont pas vraiment Ring, etc. Mais est-ce qu'on peut dire que tous ces films au final sont de plus en plus ringues? Voilà, là il en profite parce qu'il n'a plus rien à dire sur la film jusqu'à l'épisode, donc je vais essayer. Ouais, bah maintenant ça me fait peur parce que le titre du prochain film, je vais le dire tout de suite, ça s'appelle Kakashi. Merci Jérôme Bouvier, pas d'intervention. Kakashi. Mais oui, mais c'est tentant en Les même temps. épouvantails, on va l'appeler Les épouvantails, Scarecrow, de Norio Tsuruta, 2001, qui donc suit Ko Shibasaki, de Battle Royale et 47 Ronin, qui joue une fille qui cherche son frère. Elle trouve notamment son appartement vide avec une lettre qui provient du village de Izumi, et elle décide de s'y rendre, et un peu comme Alice et Chihiro avant elle, elle passe un tunnel qui l'amène à un village peuplé de gens étranges, des gens étranges qui semblent obnubilés par les épouvantails. Donc on tombe dans un croisement un petit peu original entre Wickerman et Body Snatchers, où la menace va vraiment être, dans certaines scènes, des épouvantails qui s'attaquent à l'héroïne, et c'est assez jouissif, ces scènes-là. Il y a vraiment des scènes assez marrantes, des attaques sympathiques, mais je dois dire que le film m'a très vite saoulé. On tourne très vite en rond. C'est vraiment un Chihiro sans la magie de Miyazaki, parce que c'est vraiment elle qui va de maison en maison, elle enquête un petit peu, elle demande où est son frère, personne veut lui répondre, et de temps en temps elle voit qu'il y a quelqu'un d'un peu plus bizarre que le reste. Il y a toujours cette notion des épouvantails qui s'installe petit à petit pour la fameuse fête du village qui a lieu tous les ans, jusqu'à ce qu'il y ait une attaque à genre 40-45 minutes de film. Et tu dis ok, pourquoi pas, il y a un petit quart d'heure qui bouge un petit peu, et en fait le climax va retomber dans le reveal d'une méchante aux cheveux sales, typique J-horror, qui enterre complètement le film. J'ai été très déçu finalement par le film, parce qu'il y avait une certaine ambiance, une certaine poésie, un petit truc charmant de un peu rural, un peu bucolique, mais finalement ça tombe dans le classique où c'est un esprit vengeur qui vient blablabla. En revanche, je recommande Prémonition en 2004, sorti chez HK Vidéo chez nous dans la collection J-Horror en 2008, avec d'autres films de cette même collection, une collection qui s'appelle J-Horror Theater, qui était 6 films produits par Takashige Ishize. Film à l'origine sorti en octobre 2004 en double feature avec Infection de Miyazaki Ochiai. Miyazaki Ochiai qui fera le remake
américain de Shutter. Pour vous replacer un peu le contexte avec Joshua Jackson qui a des gens sur les épaules. Ah oui, le spectre qui s'accroche à tes épaules, qui ne te lâche pas. Donc ce film Prémonition se base sur un manga sorti en 73 qui parle d'un quotidien de la terreur, un journal de la terreur dont les articles parlent de catastrophes et morts à venir. Donc voilà, il y a un petit côté surnaturel, science-fiction, on peut voir le futur à travers ces coupures de journaux. Superbe introduction. Encore à la Changeling, où un homme obnubilé par son travail force sa femme et sa fille à revenir sur la route pour qu'il puisse envoyer un article par internet. Il trouve une cabine téléphonique au milieu de nulle part, et là, dans la cabine téléphonique, il y a une petite coupure de journal. Il regarde, il déplie, et il voit que c'est une coupure de journal qui parle d'un accident de la route. Il déplie, et il voit une photo de sa fille, et il se tourne, et sa fille a un accident de voiture. Donc on reprend ce personnage des années plus tard. Cet accident a brisé évidemment leur couple, et on est dans une ambiance assez lente, similaire finalement à Ring Zero, avec un sens de l'angoisse qui approche, alors que ce personnage découvre de plus en plus que ce quotidien de la terreur est bien réel et lui parle à travers des coupures de journaux, et en parallèle, sa femme, qui enquête aussi là-dessus, mais qui interroge une vieille femme qui semble elle aussi pouvoir voir l'avenir à travers ce journal. Donc voilà, c'est assez étrange comment j'en parle, mais c'est un film qui m'a étonnamment plu. Mais vraiment, c'est un film que j'ai envie de revoir, parce que je l'ai vu un peu circonspect au début, genre un peu, oh putain, c'est quoi ce film, etc. Et puis chaque surprise en amène une autre. Il y a comme j'ai dit, il faut pas s'attendre à un gros film, c'est dans l'ambiance de Ring Zero, de Ring, d'Audition. C'est un film assez lent, avec des effets spéciaux très douteux, il faut l'avouer, il y a pas mal de trucs assez moches, mais il y a un imaginaire visuel qui me plaît, notamment cette notion de corps couvert de cendres comme du papier journal qui brûle sur eux s'ils ne respectent pas la tradition de ce journal de la terreur. Et surtout, j'en révèle pas trop si vous voulez le voir, mais le dernier quart d'heure est exceptionnel. Un trip un peu science-fiction assumé avec une sorte de cauchemar éveillé du personnage de Hideki qui se perd entre souvenirs, fantasmes, réalité, fiction. C'est incroyable, ça m'a rappelé ce que j'adore dans Audition, le côté où on perd complètement notion de la réalité pendant 20 minutes et on est dans une réalité parallèle, on sait pas vraiment ce qu'on voit. Et le dernier quart d'heure m'a complètement emballé, ce qui fait que ça élève le film, qui a des défauts de rythme, de personnages, etc. Mais ça arrive à l'élever. Et franchement, si vous pouvez le voir, Prémonition, qui est sorti donc en France dans une collection, la collection est maintenant introuvable, HK Vidéo, tout ça, ça coûte une blinde sur Amazon en seconde main, etc. On les trouvait dans les noz il y a peut-être 2-3 ans de ça, mais il n'y avait pas tous les titres selon les noz. Ah oui. Et j'en avais trouvé 2-3 moi. Mais voilà, si vous avez l'occasion de les trouver, je recommande vraiment Prémonition. Sur YouTube, il y a aussi un autre film à sketch auquel Norio Tsuruta a participé, Dark Tales from Japan, de 2004 aussi, un téléfilm à sketch qui surfe sur la J-horror et les réalisateurs en vogue, notamment Takashi Shimizu de The Grudge. Et Norio Tsuruta a réalisé le deuxième segment, qui est très similaire à son cinéma et aussi à son épisode Croisière sans retour, c'est le même scénariste d'ailleurs, qui parle d'un étudiant qui visite l'appartement vide d'un ami disparu, c'est le point de départ des épouvantails. Cet ami semble avoir été paranoïaque, il a laissé un journal vidéo, il a recouvert ses murs de scotch rouge, parce qu'il a découvert une présence derrière les murs. Alors formellement c'est très laid, comme tout le téléfilm, tous les sketchs sont absolument immondes, mais segment très court qui dure 10 minutes, avec un jumpscare final réussi et un concept marrant, c'est-à-dire chaque recoin de l'appartement renferme une présence fantomatique incarnée par une main. Et oui, c'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans Croisière sans retour. Donc voilà, j'étais pas déçu de le voir parce que je me suis dit, ça relie finalement à Dream Cruise. Je suis fier de toi Thibaut. Voilà, c'est tout. Très bien. C'est tous les films que j'ai vus de Norio Tsuruta. Le reste, j'ai revu les bandes annonces parce que ça avait l'air horrible. On en arrive à son épisode. Croisière sans retour, Dream Cruise, diffusion le 2 février 2007, le dernier épisode de la saison 2, mais aussi de la série. Dernier épisode de la série, et encore une super note pour cet épisode, 5,1 sur IMDb, plus mauvaise note de la saison avec V-Word de Ernest Dickerson, une coproduction avec Kadokawa Herald Pictures, tourné comme un film de 86 minutes, puis raccourci en épisode de 60 minutes pour sa diffusion internationale et sa diffusion télé. Donc le film d'1h26, ce fameux film d'1h26, n'existe qu'au Japon, techniquement, en version longue, en DVD, sur les coffrets de la saison US et UK. Et ce qui est drôle, c'est qu'on ne peut pas imaginer une seconde de plus dans cet épisode qui paraît interminable de base. Autre fait intéressant, j'ai appris depuis qu'on a enregistré la saison 1,
Imprint, la maison des sévices de Takashi Miike, existe en version intégrale plus longue de 8 minutes. Et apparemment, c'est 8 minutes qui sont uniquement de la torture. Donc de base, Takashi Miike avait quand même coupé 8 minutes pour l'envoyer aux Américains, mais au Japon, il est bien sorti avec 8 minutes de plus en mode cinéma, nouveau film de Takashi Miike. Je reviendrai plus tard sur, parce que heureusement, d'ailleurs si vous ne connaissez pas ce site, je le recommande, Movie Censorship, site immanquable pour comparer les versions longues, etc. C'est un site, je passe énormément de temps dessus, comme un gros geek pour voir, attends, c'est quoi les effets gore qui ont été rajoutés, etc. Et ils ont fait une comparaison de la version longue et la version courte, donc j'en parlerai tout à l'heure. Devant la caméra, on adore nos blancs-becs, on aime les blancs-becs dans cette série. Daniel Gillies, qui joue donc Jack, c'était le fiancé de Mary Jane dans Spider-Man 2. Il a également joué dans Captivity et la série The Originals. Ouais, la série spin-off de Vampire Diaries. Tout à fait. Dans laquelle il apparaissait également. Ouais. Face à lui, dans le rôle de Yuri, Yoshino Kimura, qui a des petits rôles dans Glory to the Filmmaker de Kitano et Sukiyaki Django de Takashi Miike. Et face à eux, Ryo Ishibashi, acteur que j'adore, qui joue Eiji, l'acteur principal de Audition, qui joue dans les remakes de Ju-On, donc The Grudge 1 et 2 américains, qui joue dans Aniki mon frère, dans Suicide Club, putain de gueule, putain d'acteur, heureusement qu'il est là, parce que voilà, il a la meilleure scène de l'épisode pour moi. Et il y a aussi Mio Ninagawa, qui joue Naomi, la seule actrice au monde, attention, à avoir joué dans la saison 1 et la saison 2 des Maîtres de l'horreur. Et oui, elle jouait une femme enceinte dans La Maison des Sévices, dans un des flashbacks de l'épisode de Takashi Miike. Incroyable, bravo à elle, c'est la seule. C'est la seule qui apparaît dans les 2 saisons. Applaudissements, là. J'ai plus les applaudissements sur le pad, mais elle a bien touché son chèque. Derrière la caméra, donc Noyo Tsuruta et Nayoa Takayama, et donc ils avaient écrit ensemble le segment Crevasse de Dark Tales, d'après une histoire de Koji Suzuki, l'auteur de Ring, dans son recueil d'histoires Darkwater, sur lequel se basera également Nakata pour son long métrage. T'es en train de me dire que Darkwater, en fait, c'est la mise en long métrage d'une nouvelle, quoi. Oui. Bah, ça explique pas mal de choses aussi. Oui, ça explique pas mal de choses. Pourquoi il y a pas... Ah bah oui. Il y a rien dans ce film. Pourquoi il y a pas de rythme? Juste des murs qui soignent de la flotte, quoi. Et pour une fois, le remake ne change rien. Le remake est horrible. Ah, c'est de Walter Salles. Ouais. Aucun souvenir. Horrible. Je l'ai en DVD, je l'ai vu une fois, je l'ai jamais revu. Ah, l'équipe technique. On va pouvoir s'éclater un petit peu. C'est pas les mêmes, évidemment. Chef opérateur Tetsuro Sano. La musique Koji Endo, collaborateur de Takashi Miike qui a fait la musique sur Imprint. Au montage Hiroshi Tsunaga, qui est le monteur des films de Norio. Au décor Iwao Saito, qui a fait le Ring original et les remakes de Grudge 1 et 2. Au costume Kimiko Tanahashi, qui a fait Talk to the Dead, un film futur de Norio Tsuruta. Et au SFX, Tomu Haraguchi, qui a fait Ring Zero, Aniki mon frère, Bullet Ballet et Air Doll. On n'avait jamais vu cet épisode, Croisière sans retour, avant de divulguer les intrigues et nombreux rebondissements de ce triangle amoureux aussi sensuel que charmant. Qu'as-tu pensé de cet épisode? Comment tu l'as vu? Dans quel état d'esprit tu étais? J'étais motivé, j'étais à fond, je venais de me taper les 3 rings, donc j'étais vraiment motivé. Résultat des courses, j'en suis sorti lessivé, j'en suis sorti rincé, j'en suis sorti noyé. Noyé de déception, premièrement. Alors déjà, j'aimerais préciser, à 10 minutes d'épisode, je reçois plaisir coupable. Donc quand j'ai mis l'épisode moi, j'étais là, dans quel monde plaisir coupable? Je me suis déjà au bout de ma vie. Parce que j'étais mort de rire. La personne à qui je le regardais, au bout de 10-15 minutes, quand je t'ai envoyé le message, m'a dit, mais il a cet acteur principal, l'acteur américain que tu as cité, il a un problème avec sa bouche, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a à faire des grimaces comme ça? Alors déjà, il est néo-zélandais. Ouais, mais peu importe, c'est rien à foutre. Il faut qu'il arrête de manger des kiwis, parce que visiblement, ça lui provoque des abcès maxillaires, je pense. Oh, maintenant, il fait des blagues bilingues, quoi, c'est incroyable. Mais bon, voilà. Donc, j'en suis sorti vraiment lessivé par ce film, parce que tant sur le papier, l'histoire prenante, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, j'étais curieux, l'histoire m'intrigue, l'histoire me donne envie, j'ai envie de partir en croisière. Ok, pourquoi pas. Sauf qu'au bout d'un moment, on se rend compte que non, c'est juste une petite sortie en bateau, normal, lambda, ce n'est pas une croisière, c'est pas un paquebot, on n'est pas dans le vaisseau de l'angoisse, on n'est pas, voilà, c'est rien à voir avec tout ça, non, pas du tout, on n'est pas dans le triangle de Christopher Smith qu'on pourrait même citer en recommandation que je ferais, merci. On est face juste à un triangle amoureux, à la con, lambda, que l'on a vu 1000 fois. Le souci du métrage, ce n'est pas le problème de la narration, parce que j'ai trouvé que pour le coup, contrairement à V-World qui se traînait vraiment à la patte, celui-ci, il y a une construction narrative avec une volonté de vraiment créer la trouille dans le dernier tiers. Donc,
Là-dessus, c'est louable, parce que ça fonctionne. Je trouve que les scènes dans le dernier tiers du film, du métrage, fonctionnent. Mais il faut se taper, honnêtement, un des pires acteurs de l'entièreté des 2 saisons de Masters of Horror. Cet acteur qui, je pense, depuis a fait de gros progrès, parce qu'il a quand même été un des rôles principaux de la série The Originals, que tu citais. Bah oui, qui est bien connu pour avoir des acteurs exceptionnels, Vampire Diaries The Originals. Pas du tout. Moi, j'adore Vampire Diaries. Arrête de dire du mal de Ian Somer, machin, là. Oui, l'un des rares qui s'en sort bien, quoi, parce qu'il avait une carrière avant. Oui. Non, mais très mauvais exemple. C'est une série CW, quoi. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ouais. Bon, j'ai pas regardé The Originals, pour être honnête. Mais bon, voilà. En tous les cas, cet acteur, épouvantable. C'est juste une catastrophe. Il a une façon de jouer qui me rend perplexe. Il traduit à l'écran des sentiments, des émotions qui sont ridicules. Il a une façon de les incarner à travers ses gestes, à travers ses mouvements de mains, de lèvres qui sont incompréhensibles. Il a des mimiques qui sont insupportables. Il écarquille les yeux, il fronce les yeux, il fronce ses sourcils. Arrive un moment, je n'en pouvais plus. Moi, ce mec-là, au bout de 10 minutes, j'étais plié en deux. Et quand à côté de moi, j'entends une voix qui me dit « Mais il a un problème, ce mec, qu'est-ce qu'il a ? Il a toujours faire des grimaces. » Ah bah oui, bah c'est bon, c'était plié. Le game était plié, j'étais plié en deux devant lui, quoi. J'en pouvais plus. Dès que je le vois ouvrir sa bouche, c'était fini. Je rigolais, quoi. Donc oui, plaisir coupable, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ringard, qu'est-ce qu'il est ridicule. Je me suis dit, c'est bon, là on tient quand même un sommet, c'est du gratiné. Mais face à lui, effectivement, j'ai trouvé que le couple était assez impérial, surtout l'acteur principal masculin japonais, et franchement, il tient la barre, dans tous les sens du terme, parce qu'il tient la barre du bateau. Mais il est vraiment très fort, il est vraiment très bon, et on est vraiment avec lui, il est crédible. J'ai trouvé que sa façon de jouer, il est assez inquiétant, et quand la menace finit par s'incarner face à eux, face à ce triangle amoureux, eh ben j'avoue que j'étais quand même un petit peu hypé parce que j'avais envie de savoir où ça allait nous mener en fait. L'actrice principale japonaise, je la trouve sympathique, mais quand il y a l'incarnation maléfique qui arrive, vengeresse, là d'un coup, j'étais vraiment pris dedans parce que... Bon, mais excuse-moi, c'est encore une fille perdue cheveux gras. Mais oui, je vois pas comment tu peux être hypé par ça, c'est toujours la même chose. Oui, mais en fait là, elle est vraiment présente. C'est-à-dire qu'en fait, elle incarne vraiment quelque chose. Déjà, il y a un effet visuel que je trouve stylé, avec un peu le style Creepshow, les amants qui sortent de la noyade, là, avec cet effet de flotte, d'algues, etc. Là, c'est pareil, avec un effet de reflet, quand t'es sous l'eau, avec les reflets du soleil dans l'océan, etc. Je trouve que c'est assez bien rendu. Donc, il y a un aspect visuel que je trouve sympathique. Ce que je trouve raté dans le métrage, c'est la volonté de ramener à ce personnage principal masculin, qui est ringard, qui a un traumatisme ridicule, avec ce personnage de petit frère zombie fantôme qui rappelle le Sometimes They Come Back de Stephen King et voilà le film qu'ils ont fait Vengeance Diabolique. Voilà, ça c'est complètement ridicule et ça plombe le métrage. Mais voilà, les scènes de terreur, je les trouve assez bien foutues parce que moi franchement, cette incarnation qu'elle a, cette contorsion propre à toutes ces actrices qui ont incarné Sadako, certes, mais je trouve que ça passe bien à l'écran, cette façon complètement désarticulée de se mouvoir, cette façon de ramper, de rire, de sourire de façon un peu grotesque, etc. Chez moi, ça a fonctionné. Voilà. Mais c'est la seule chose positive que je retiens. Hein. Je retiens l'acteur principal japonais, je retiens la spectre, quelques petites attaques, et c'est tout. Mais arrivé à la fin du film, moi j'étais lessivé. Je me suis dit tout ça pour ça. Voilà. Donc oui, c'est ringard, c'est ridicule. Il y a 2-3 trucs positifs que je retiens, mais c'est effectivement un coup d'épée dans l'eau. Non, j'ai détesté cet épisode. Je n'ai rien à sauver dessus, si ce n'est une scène, parce que j'aimerais quand même dissiper toute proportion gardée, si ça se dit, je ne sais pas. La direction d'acteur est catastrophique dans cet épisode. Il y a un manque total de synergie entre dialogue anglais, dialogue japonais. Et alors, j'aime beaucoup Ryo Ishibashi. En anglais, il joue pas. Enfin, il récite son dialogue, il y a de la tension parce qu'il y a de la tension. Parce que, vu la situation, mais il fait rien de spécial, il est pas du tout impérial, c'est juste la fameuse scène dont on viendra après, où le flashback, où tu dis, waouh, putain, il envoie là. Mais sinon, j'ai trouvé que le film ne marchait pas du tout, les répliques ne marchent pas. Dans l'écriture, ça ne marche pas, il y a des trucs, je vais citer une phrase en anglais, mais il y a un moment donné, on demande au héros, tout va bien, et lui, il dit, everything is copacetic. Mais en fait, ça ne se dit pas, c'est une expression désuète qui ne se dit pas, ça ne se dit pas. On dirait quelqu'un qui est allé sur Google en disant synonyme, tout va bien, copaceptique, et c'est genre, waouh, putain, waouh. Enfin, quand il l'a dit, j'étais, mon Dieu, mais qui dit ça? Qui dit ça? Et ça se sent que c'est écrit avec Google Trad, quoi. Et d'ailleurs, la première phrase du making of, Norio à la ramasse totale, qui dit,
Ouais, c'est vrai que j'en entends aucune nuance en anglais, je n'arrive pas à diriger les acteurs en anglais, et Daniel me disait quand il était frustré qu'il fallait changer tel ou tel dialogue, et c'est vrai qu'il y a des scènes dans le making-of où tu vois l'acteur, qui a l'air en plus assez, pas imbuvable, mais assez chiant sur un plateau, argumenter pourquoi il faut dire et pas mais. Il leur explique pourquoi and c'est mieux que but pour cette scène de dialogue, parce qu'en fait personne ne parle anglais sur le plateau, quoi. Et ça se sent dans le métrage, enfin je sais pas ce que t'en as pensé, mais il y a un gros problème déjà d'acting entre tous et de devoir se mettre en anglais, en japonais, et tu sens qu'ils n'y arrivent pas du tout entre eux. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, et on peut le remarquer d'ailleurs dans les interactions qu'il a avec la jeune femme. Oui, parce que, excusez-moi, on ne croit pas une seule seconde à ce couple. Donc le film se base sur le fait que Jack et Yuri ont eu une relation sexuelle, plusieurs fois d'ailleurs, c'est devenu même sérieux pour lui, il est probablement amoureux d'elle, on n'y croit absolument pas. Et il n'y a aucune tension sexuelle en mode le calme blanc. Il y a rien de tout ça. On n'est pas dans le poids de l'eau, etc. Ce genre de film qui se passe sur un bateau où il y a un truc étrange, etc. Pas du tout. Il y a rien d'érotique. Il y a rien de titillant. Il y a aucun rythme. Et en fait, ça se ressent partout. Il y a aucun rythme dans les scènes. Il y a aucun rythme dans les dialogues. Il y a aucun rythme dans les jumpscares. Tout est fake. Vraiment, tout est fake dans ce film, je n'y ai pas cru une seconde. Et le fait que ça retombe encore une fois sur une fille brune aux cheveux gras, j'étais là, oh mais c'est pas possible. Moi je n'ai pas du tout kiffé ça. T'as pas aimé les moments de tension où elle rampe, de là où il y a les tuyauteries, mais tout je ça. viens de me taper 5 films de la J-Horror de Norio Tsuruta. Et la J-Horror, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que je n'aime pas la J-Horror. J'étais là, oui, bah voilà, c'est encore un exemple. Au moins, Takashi Miike, elle faisait autre chose. Au moins, il allait voilà, dans le what the fuck total. Génial, super. Merci. Non, mais voilà, moi, ça ne m'a pas du tout plu. J'étais, ouais, super, un fantôme sur un bateau. Les scènes où le fantôme nage, je trouve ça absolument ridicule, quoi. Non, mais voilà, mais elle va dans l'eau, mais j'étais là, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, le petit gamin qui remonte à la surface en mode Superman, j'étais vraiment genre, oh, mais quel dos, mais franchement, comme j'ai dit, la seule chose que j'ai à sauver, c'est une situation quand Leto se resserre autour des personnages et qu'elle se noie dans les toilettes submergées, qui est d'ailleurs très dur pour l'actrice, on voit sur le tournage, elle a vraiment galéré à tourner cette scène, et qu'on voit donc le flashback de la mort de l'autre femme d'Eiji, l'ancienne femme, et qu'on comprend que c'est une espèce de boucle qui se répète, où il a tué sa femme, maintenant il tue sa nouvelle femme. J'ai trouvé cette séquence ultra brutale, percutante, incroyable, on voit enfin voilà le potentiel de l'acteur, et j'ai trouvé ce flashback impérial. Enfin, vraiment, genre rien à dire. On comprend la vengeance, enfin, on comprend les motivations aussi du fantôme. Et franchement, ce flashback, j'étais putain, ok, il y avait ça aussi derrière. Voilà, en fait, t'es beaucoup plus emballé par ce flashback-là, qui est quand même plein de tragédies, qui est plein de tensions, qui effectivement est réussi, qui est assez prenant, très puissant, contrairement à la scène d'introduction du métrage, qui est d'un ridicule absolu, où le héros traumatise l'enfance, on t'explique qu'en fait, il n'a pas été capable de tenir la main d'un gamin, parce qu'il voulait absolument s'accrocher à une putain de bateau renversé, quoi. Mais dans quel monde on vit qu'un mec n'est pas capable, sachant nager, d'aller prendre son frère, de l'accrocher au bateau avec lui, quoi. Plus tard dans le film, il dit, je l'ai tué, t'es là, oui, tu l'as tué. Il fallait être absolument très con pour pas lâcher, mec, tu savais nager, tu lâchais le bateau 2 minutes, tu plongeais, tu sauvais ton frère, tu le sauvais, tu revenais, tu l'accrochais, et puis voilà, enfin, surtout, dans le positionnement des acteurs, il est devant lui, il suffit de tendre le bras. Et tu sais qu'une chose, c'est qu'en fait, un bateau, coque renversée. Oui, tu peux aller en dessous, bien sûr. Tu peux en dessous, Pirates des Caraïbes, évidemment. Bien sûr. Non mais c'est une scène en Pirates des Caraïbes. Non mais je veux dire c'est. Non mais bon, peut-être que tu sais pas quand t'es gamin au milieu de l'océan. Ah oui, c'est vrai. Que font-ils au milieu de l'océan? Ouais, ça aussi. Bref. Cette introduction, on peut en parler quand même. Oh mon dieu, oui, parce que j'ai noté. Est-ce que je peux noter les événements? Oui. Donc on a mort du frère, réveil. Encore un plan sur le frère qui se noie. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un plan du héros qui se réveille. Ensuite, on revient sur le fait qu'il se noie. Réveil ensuite. Le vrai réveil. Il va il va se brosser les dents, il va se foutre de l'eau sur le visage. Il voit la casquette dans le lavabo. Là, tu dis, oh, motif visuel intéressant, la casquette. C'est bon, à la fin du film, t'en peux plus de cette putain de casquette. Il y a un bras qui sort du lavabo. Tu dis, oh, Norio Tsuruta, je dis, oh, tiens, on dirait son Dark Tales, etc. Le mec se réveille, à nouveau. Troisième fois. Mais il se réveille où? Dans le bateau. Voilà. Il est dans le bateau. Du coup, il se réveille à nouveau dans le lit. T'es là, non, c'est bon. Cette introduction, oui, mais c'était là. Ouais, c'est ça. Là, tu viens de me rappeler pourquoi je t'ai envoyé Plaisir coupable. Oui. Parce qu'au bout d'un quart d'heure, l'acteur joue très mal. Mais en plus, il se passe une succession de séquences complètement débiles, absurdes, complètement stupides, avec un gars qui joue mal, et ça s'enchaîne. Tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont? Est-ce que ça va s'arrêter? C'est une blague ou quoi? C'est une plaisanterie? J'étais plié.
Ah, mais ça fait penser à Tu viens de me rappeler pourquoi je t'avais dit plaisir coupable. J'étais mort de rire. Moi, j'étais au bout de ma vie. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, ça me fait penser à un sketch du SNL, un digital short qui parodie ce genre de truc avec Andy Samberg et Elliot Page. Et du coup, c'est à mourir de rire. Si vous pouvez aller voir ce sketch du SNL, c'est à mourir. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est sur des jumpscares, etc., qui ne finissent plus. Et ça m'a fait penser à ça. J'étais mais mon Dieu, mais jusqu'où vont-ils aller dans le réveil, faux réveil, quoi. Et pour revenir sur l'acteur qui est, voilà, insipide, pas crédible du tout en petit avocat stressé. En fait, il a le physique d'un Starship Troopers Casper Van Dien, mais il le joue comme si c'était Solo Rubinek. Il se ronge les ongles, il touche sa cravate de manière nerveuse. Le pire, c'est quand il retrouve donc sa maîtresse, il retrouve Yuri, et il sait pas où est le mari, etc. Et pour montrer son stress, il se dit, je vais toucher la valise. Et du coup, il y a un plan, je sais pas si t'as remarqué, au premier plan, il touche la valise de manière nerveuse, etc. T'es là, oh, mais c'est quoi ce choix d'acteur? Mais c'est quoi? C'est-à-dire que le mec est en train de se dire, faut vraiment que je montre que je suis stressé, mais je peux pas le faire avec mon jeu d'acteur parce que je suis nul et insipide. Parce qu'il y a rien qui peut être, vraiment, il y a rien sur son visage. Du coup, il manipule sa valise de manière bizarre, il la caresse, etc. J'étais, oh là là, mais c'est une catastrophe. Et à partir de ce moment-là, tu ne crois pas du tout à ce triangle amoureux. Avec ce faux dîner tendu où AJ fait monter la tension entre guillemets avec vraiment ce genre de scène. Elle est belle ma femme, hein. Elle est belle, hein. N'importe qui veut se la taper, elle est belle, hein. Elle est belle ma femme, hein. Très, vous aimez ma femme? Vous connaissez ma femme? Très violent en plus de sa façon de faire. Hein. Au bout d'un moment, ça devient grotesque. Mais oui, ça devient grotesque. Puis surtout, genre n'importe qui des deux autres doit être là, genre bon bah il sait quoi. Enfin, je crois que la scène d'après ou après, c'est bon, je pense qu'il sait et tout ça. Ouais, effectivement, mais bon, il faut qu'on rentre à la maison. Je sais pas si on va revenir en vie. T'es là, hein? Enfin, les mecs, ils sont en mode, tu sais, ils sont complètement passifs, en fait. Ils sont là, bon, bah, peut-être qu'il va nous ramener, peut-être qu'il va nous tuer, bon, bah. Mais déjà, sacrée croisière, hein. Mais déjà, qui accepte de monter sur un bateau, quoi? Moi, dès le départ, mais, je suis à la place du héros, je suis un traumatisé de la mer, mais non, j'ai pas envie d'y aller. Ciao, au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. Et tu n'as pas compris, ils sont meilleurs amis. Souviens-toi de ce cadre. Souviens-toi l'été dernier, Thibaut, souviens-toi l'été dernier. Non, mais souviens-toi de ce cadre. Au début du film, quand on monte sa vie d'avocat, il est dans son bureau, il y a un cadre des trois, en mode best friends. C'est genre vraiment best friend. Et il y a une signature de AJ, je sais pas si t'as remarqué l'écriture. On dirait que c'est écrit par un enfant de 5 ans. C'est genre, thank you, Jack, for everything, best friend, AJ. Et c'est genre écrit comme si quelqu'un avait écrit genre, comme ça, sans pouvoir utiliser ses doigts. Et j'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, jamais dans le film, tout comme la tension sexuelle, jamais il n'existe une pseudo amitié entre tous. Et surtout, tu te dis, Jack et Yuri, au début du film, ne sont pas au courant que le mari sait ce qu'il sait. Du coup, pourquoi ils sont aussi bizarres dès le début? Tu sais, il y a un côté, ils jouent déjà le malaise, mais c'est trop tôt dans le film. Ils doivent le jouer plus tard. Faut qu'on ait une conscience qu'il y a eu à un moment donné un trio. Là, comme le trio n'existe pas au-delà d'une photo, tu dis bah ça marche pas du tout. On a aucune notion que ces gens-là existent. Et je crois que dans la nouvelle originale, d'ailleurs, ils sont pas si amis que ça. Et AJ et sa femme, d'ailleurs, essayent de le convaincre de faire une arnaque aux impôts ou un truc comme ça. Enfin, il y a une notion d'arnaque de pourquoi il doit être sur ce bateau, pourquoi c'est secret, etc. Là, il y en a pas. C'est vraiment, viens voir mon bateau, Jack, je te l'ai jamais montré. Bon, bah voilà, ils partent en virée, quoi. Et oui, comme toi, c'est-à-dire que je ne connaissais pas l'épisode, etc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié que c'était les maîtres de l'horreur. Et j'avoue que, pour moi, une croisière, c'est sur un paquebot. Et du coup, j'étais là, bon bah, ça va être un film où ils vont être sur un paquebot, les maîtres de l'horreur, bon, il y aura une scène avec beaucoup de figurants, et puis tout le monde va disparaître, ils vont se retrouver les trois, mais ils peuvent pas se faire confiance. Non, c'est vraiment le plus petit bateau, à peine un bateau de plaisance, quoi. C'est vraiment minuscule, et du coup, il y a pas de décor, il y a pas de tension, il y a pas d'énergie, il y a rien. Ils rentrent, ils sont dans la même salle, ils sortent, ils sont dans la même salle. Enfin, du coup, en tant que film de fantôme, c'est ridicule, quoi. Ça ne peut pas marcher. Il y a que 2 décors. Et oui, après, dans le déroulé du film, bah, c'est grosso modo, le bateau se retrouve en pleine mer. Il y a un élément à peine intéressant, mais on pense que c'est des algues, mais en fait, c'est des cheveux qui retiennent les hélices. Donc, typiquement, J.O.R., The Grudge, les cheveux. C'est pas mal fait, c'est pas mal amené. J'ai trouvé ça assez sympa parce que pour avoir déjà été plusieurs fois sur un voilier, que des fois, il faut aller sous la coque pour défaire la petite hélice qui permet de mesurer la vitesse du bateau, etc. Mais voilà, donc je vois un peu le délire, c'est de faire sortir les algues et tout, parce que moi-même, je l'ai fait plusieurs fois, tu vois. Et effectivement, ça m'a même inspiré des histoires de films d'horreur. J'imaginais déjà faire un film d'horreur avec un bateau maudit, où le mec se faisait aspirer par l'hélice du bateau, par le moteur, etc. Déjà à l'époque, j'y pensais, tu vois, à l'âge de 8-9 ans, j'ai pensé déjà à des choses comme ça. Mais ouais, voilà, donc ça je peux comprendre, et j'ai trouvé que c'était bien amené, c'était bien foutu, c'est assez intéressant. Bah, surtout ce qui est
marrant, c'est que du coup, on insinue qu'Eiji est mort, donc là, ils sont tous les deux, Jack est paniqué en mode non, il faut pas qu'il meure, et t'as envie de dire, mais Jack, sois dans la réalité de la situation un petit peu, tu aimes, En fait, il y a ce truc où, dans les films, il est gêné, il dit, je crois que je prends ça au sérieux, je t'aime, enfin, il lui dit pas je t'aime, mais je prends ça au sérieux, insinué, il l'aime, mais en fait, il ne joue jamais ce truc, donc en fait, tu n'y crois pas. Donc Eiji sort de l'eau, et ça sera que plus tard, dans une scène où il va recevoir un couteau dans le ventre, où on va voir les conséquences de l'hélice, c'est-à-dire qu'il va perdre un bras soudainement, et ensuite on va voir son visage à moitié, qui est le seul effet vraiment gore hein, du métrage, de l'épisode, où il y a son visage à moitié éclaté devant Jack, dans une scène d'ailleurs aberrante, je sais pas si t'as remarqué, mais donc il y a cette scène où Eiji attaque tout le monde avec une encre, et Jack tombe par terre, mais il a encore conscience, parce qu'il voit l'attaque de Yuri, et ensuite il perd connaissance. Alors qu'il était en pleine connaissance au sol, puisqu'il arrivait encore à voir, on était dans son POV. C'est très confus dans la façon dont c'est présenté, parce que l'autre, on voit qu'il est pas du tout le mec qu'il devrait être. Il y a une sorte de dialogue qui est un peu une sorte de dialogue de sourd, et c'est vrai que c'est mal représenté, parce qu'on n'arrive plus à comprendre ce qui leur arrive au final, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont des telles réactions. Moi, oui, mais que voilà, et puis ça reste perplexe. Ouais. Et puis il y a un fondu au noir, et on se réveille plus tard, et t'es là, mais attends, il a perdu connaissance, le mec l'a juste poussé au sol, enfin, ça n'a aucun sens. Et puis oui, ce climax au milieu de l'eau, avec une bouée, non, moi c'est non. Je suis pas venu là pour regarder ça. Surtout que je me suis dit, ils sont perdus au milieu de nulle part, qu'est-ce qu'ils vont foutre sur une bouée au milieu de l'océan? Parce qu'ils sont en mode, il faut quitter le bateau, parce que le spectre ne va jamais nager, comme s'il y avait des règles. Ils ont jamais vu les dents de la mer Mais jamais de la vie tu me fous sur une bouée au milieu de l'océan, hein. Moi non, j'y vais pas, hein. Non mais sérieusement, on sait pas ce qu'il y a pour échapper à un fantôme. Il y a le kraken. Pour échapper à un fantôme. Je préfère être poursuivi par une fantôme conne en train de boiter avec ses jambes désarticulées que me faire bouffer par un kraken du fin fond de l'océan. Hein. Non mais oui, et puis surtout cette stratégie. Enfin, tu sais, genre on va aller dans l'eau, elle va pas nous suivre, mais qui c'est un fantôme. Bah oui, c'est ce qu'elle veut. Elle peut voler. Elle peut se promener. Enfin voilà, donc ouais, non mais bref, vraiment, c'est un épisode que je n'ai pas publié. C'est peut-être celui, je le reverrai jamais si je dois me refaire cette série, quoi. C'est vraiment genre. Ce n'est pas un épisode de rêve, quoi. Aucun intérêt pour moi si c'est pour voir ce genre de merde, quoi. Où est le no limit? Où est le no limit? Et donc la version longue, parce que je suis allé voir donc Movie Censorship, ce qui se passait. Voilà, les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Et les gens vont être ravis de savoir que la majorité des 26 minutes consiste en des scènes allongées de quelques plans. Lui qui se réveille dans le lit, lui qui marche. Attends, attends, je t'arrête. Ce sont des scènes où il se réveille dans le lit en triple classe. Non, ça rajoute pas 6 réveils. Ça rajoute pas des réveils à la production. Parce que si c'est ça, moi je dis manco, vas-y. Faites-moi des jumpscares avec un mec qui se réveille pendant un quart d'heure, 20 minutes. Non, c'est juste lui qui sort du lit, lui ça qui va dans la salle de bain, juste des allées-venues, lui qui rejoint le bateau, qui rejoint la marina, eux qui navigue, un gros plan de eux qui navigue le bateau, des allées-venues incessants, il y a plus de scènes dans la cale aussi du bateau, où tu vois le moteur, etc. On va faire un film de J-horror chiant, quoi. Comme beaucoup. Bah voilà, mais surtout que beaucoup de fois dans cette série, on s'est dit, là c'est limite un script que tu pourrais transformer aisément en long métrage et ça serait plus satisfaisant, etc. Là tu te dis, si ça se trouve c'était vraiment écrit comme 1h26 et ils ont coupé plein de trucs. Non, en fait ça a toujours été un triangle sur un bateau au milieu de nulle part, quoi. Et donc quand je regardais, il y a toute une scène sur Jack dans un taxi qui n'arrive pas à donner de direction parce qu'il parle mal japonais. Et ensuite, il paye, et du coup, le mec est saoulé parce qu'il paye, parce que le tarif est trop cher, donc du coup, il essaie de négocier, mais il sait pas parler japonais. Mais c'est voilà le niveau des genres de scènes qu'ils ont rajouté. Un appel avec Yuri aussi sur le balcon, où il se réveille, il appelle Yuri, il lui dit non, mais je peux pas venir, etc. Et la séquence finale qui est sur un voilier, où ils parlent, et ils annoncent que Yuri est enceinte de quelques mois. Et voilà, les rajouts de la version longue, 26 minutes, mais vraiment, mais heureusement qu'on s'est pas dit genre, non, mais faut être complétiste, il faut qu'on regarde cette version, parce que quand vous allez sur Movie Censorship, tu te dis, ah non, mais en fait, Migari, ça fait son taf de couper le truc, quoi, parce que vraiment, aucun intérêt. Donc voilà, c'est un épisode que j'ai détesté. Cette série, pour moi, finit, mais vraiment, comme une cata, quoi. Georges le Cannibale, et ça, c'est vraiment genre, oh là là, c'est nul! J'avoue que la douche est de plus en plus froide. On aurait aimé, je sais que Migaris dans Nightmare Cinema a appelé Kitamura, voilà, je vais pas repartir sur un monologue sur le cinéma japonais, mais Kitamura... mais Kitamura, il aurait explosé 100%, ça. Il aurait 100%. Explosé ça. Ils auraient fait un truc avec des zombies qui sortent de l'eau, un mec qui aurait sorti un bazooka, ça aurait été d'enfer. Et le film aurait atterri sur une île, ils auraient été à shooter partout, non mais ça aurait été excellent. Mais voilà, parce que moi j'avais une grosse obsession, voilà, Kitamura, quand il y avait les éditions collector Madagia, Steelbook, DVD. Effectivement, Kitamura sont beaucoup plus propices à faire les mecs de l'horreur que Norio Tsuruta, le mec de Ring Zero, quoi.
Mais il travaillera avec Kitamura sur Nightmare Cinema, quelque part sa 4e tentative d'un maître de l'horreur. En tout cas, la carrière de Norio continue, crois-moi, il a fait des films, c'est juste qu'on ne les a pas vus. J'ai regardé la bande-annonce de tous ces films-là et ça ne m'a pas donné envie de les voir, surtout qu'ils sont difficilement trouvables. Je vais faire la liste par principe, en son honneur. En 2008, on a un film qui s'appelle Orochi, sur une femme au pouvoir surnaturel qui se fait passer pour une gouvernante au sein d'une famille maudite. À partir d'un certain âge, il se passe quelque chose avec les femmes de cette famille, qui a l'air peut-être le plus intéressant et le plus respecté, en tout cas dans les notes IMDb et autres, de sa filmographie. Il fait évidemment des téléfilms, des séries, etc. Donc je vais pas tous les citer. En 2011, il fait un film qui s'appelle King's Game, qui parle des élèves d'un lycée qui suivent les directives de plus en plus violentes de SMS anonymes. Donc il y a une classe qui est visée un peu en mode Battle Royale. C'est adapté d'un best-seller, mais il paraît que le film n'est pas vraiment à la hauteur. Et tu vas voir d'ailleurs que tous ces films-là sont reliés toujours par cette notion de malédiction. En 2012, il fait un film qui a l'air irregardable, qui s'appelle POV, un fan footage où des étudiants arrivent à filmer le fantôme de leur école. En 2013, il y a Talk to the Dead, où une application permet de parler aux morts. Donc il y a une jeune femme qui a perdu son frère qui essaye de communiquer avec les morts, mais un peu en mode terror.com.com, elle va se faire rattraper par le site. En 2014, il y a un film de zombies qui s'appelle Z, ou Z Atenaki Kibu, qui a l'air mais ignoble. Si vous avez l'occasion d'aller voir le trailer, tapez Z Norio Tsuruta, c'est affreux visuellement, je n'en reviens pas que ce film soit sorti. C'est moitié fan footage, on dirait One Cut of the Dead, mais en fait, sans le côté ironique de la deuxième partie, on dirait que c'est la première partie de One Cut of the Dead, genre le film Z ultime. C'est donc une invasion de zombies avec plein de personnages loufoques. Et en 2020, il a fait un film d'horreur chinois, Ring Résurrection. Voilà, qui s'appelle Ring Résurrection, qui parle aussi d'une malédiction qui se propage liée à Internet et tout ça. Donc voilà, tous ces films-là n'inspirent rien de bon. Norio Tsuruta, pour conclure, tu as vu un seul de ces films. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sur ce bonhomme Non, mais Thibaut, il y a rien à dire, cher auditeur, je suis désolé. C'est un faiseur lambda, on dirait qu'il est tombé dans le piège des Japan Horror qui pullulent sur les étals de supermarchés, comme tous ces films comme The Wig, ces films à base de perruques possédées par une fantôme aux cheveux sales, ces films de peigne, de miroirs. On se croirait en fait dans des... Tu sais, c'est un petit peu ce qui s'est passé après Amityville de Stuart Rosenberg. Quand ils ont fait n'importe quoi et qu'ils se sont dit, tiens, si la maison a été vendue, pourquoi les objets qui étaient à l'intérieur de la maison ne seraient-ils pas possédés? Et on va faire plein de films de fantômes où il se passe rien, avec juste l'idée que, là, il y a une lampe, là, il y a une maison de poupée, là, il y a une table de chevet qui sont possédés par le démon. Et en fait, tous ces films de fantômes, au bout d'un moment, ça finit par tourner en rond et être ridicule. Je crois qu'ils ont vraiment tout fait et n'importe quoi. Donc, bon, lui, il est à l'image de ça. Et puis, je reconnais aussi un truc, c'est que souvent, quand tu vois des images, des affiches de ces films-là, je suis allé regarder sur IMDb, c'est-à-dire que ce sont des visuels qui sont vraiment hideux. C'est moche. Donc voilà, j'ai pas été voir les bandes annonces comme toi, j'ai juste vu les affiches, j'ai regardé les scripts, non. C'est une catastrophe. Ce mec, c'est un mec qui vient de la série Z, c'est tout. Point. Donc c'est une catastrophe. C'est un début de carrière respectable, parce qu'il fait... ouais. Non, mais même si on n'a pas aimé Ring Zero, il fait des films, Ring Zero, Les Épouvantails, Prémonition, c'est des films qui sortent au cinéma, c'est des films respectés, Prémonition est un film respecté, mais oui, il a un switch dans sa carrière où il devient un faiseur de DTV et de série Z, qui sont tous critiqués pour leur manque de budget et leur côté cheap. Voilà, donc désolé Norio, on a essayé de te rendre hommage, mais tu n'es pas un maître de l'horreur, c'est pas de notre faute. Au bout d'un moment, c'est pas de notre faute. En tout cas, voilà, la saison se termine ici. C'était notre épisode des fêtes, d'ailleurs, on a pas des bonnes fêtes à tous, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et tout ça. Joyeux Noël, bonne fête à tous, bonne fête de fin d'année. Donc prenez soin de vous et de vos proches. On finit ne partez pas en croisière. Prenez soin de vous et de vos proches. Et c'est pas la conclusion, mais c'est juste ça me vient en tête qu'on ne l'a pas fait en intro. Sinon, pour finir sur des belles fêtes, justement, des recommandations, ta dernière recommandation de la saison. Je l'ai cité tout à l'heure, Triangle, Christopher Smith, Melissa George. Voilà, des jeunes sur un bateau, un voilier, ils se retrouvent sur un bateau abandonné, avec des choses qui se passent très étranges, très angoissantes, très inquiétantes. C'est un film qui est très perturbant au niveau de la narration, qui est génial, très bien joué. Voilà, moi c'est un film que j'adore, je l'aime beaucoup, on le recommande, bam bim bam boum, tout le monde le connaît. Si, je pense que c'est quand même assez respecté. Oui, c'est un film connu. Voilà, Christopher Smith quand même, merci, Monsieur Creep, Monsieur Severance. Donc, non mais c'est vrai, franchement, c'est un réalisateur qu'on kiffe. Il peut même faire un film de Père Noël, d'ailleurs. Get Santa, Christopher Smith, le réalisateur de Creep, Severance, tout ça, il a fait
Get Santa. C'est une recommandation par épisode, espèce de Matez salaud. Get Santa, c'est un très bon film de Noël. Moi, j'adore Get Santa. Triangle, d'ailleurs, j'aimerais un jour qu'on pose ce film à plat pour regarder toutes les incohérences, parce qu'à mon avis, il y en a des milliards, mais c'est un film sympathique. Mais la boucle temporelle de ce film me stresse Et énormément. Détour, t'en penses quoi de Détour? Je déteste Détour. Donc moi, je vais un autre film de paquebot génial que tout le monde connaît, mais comme je l'ai revu récemment sur Disney+, je me dis, il faut quand même apprécier ce film qui est génial. 10 sur 10. Un cri dans l'océan. Deep Rising. Stephen Sommers, mais quel plaisir de revoir ce film aujourd'hui. Blockbuster qu'on ne pourrait plus refaire, c'est-à-dire c'est rythmé, c'est fun, c'est sanglant, c'est jouissif. Il y a Treat Williams. Il y a Treat Williams, Famke Rest in Janssen. Peace, casting exceptionnel, West Studi, Jimon Tsu, enfin vraiment complètement random et génial, c'est tous des gueules, c'est tous des personnages, la menace est incroyable, c'est des tentacules, qu'est-ce que c'est, boum bam bim, c'est un film qui m'avait traumatisé quand j'étais sorti des toilettes, quand mes parents l'avaient loué et j'avais essayé de gratter quelques minutes pour voir le film tellement il avait l'air bien, mais c'était interdit moins de 12 ans donc on m'avait pas autorisé et j'ai vu la créature finale, j'étais il faut que je vois ce film et je l'ai vu que des années plus tard et j'en veux encore à mes parents de m'avoir oublié blablabla. Et j'adore ce film, regardez-le sur Disney+, en VF, en VO, on s'en fout. C'est de la nostalgie pure et j'adore le cinéma comme ça de Stephen Sommers. On comme aime la momie. Stephen Sommers. Donc voilà, fin de saison pour les maîtres de l'horreur, mais on se retrouve quand même la semaine prochaine pour l'interlude numéro 2 où on va parler un peu de la série de manière générale avant l'arrivée de Fear Itself incessamment sous peu. On vous en parlera la semaine prochaine, mais passez de bonnes fêtes si vous écoutez ça avant les fêtes ou pendant les fêtes. Et puis si vous écoutez ça bien plus tard, faites attention à vous. Et je sais pas pourquoi on redit ça comme si c'était une menace telle Sadako. Faites bien attention à vous, ce podcast est peut-être maudit, on ne le sait pas encore. En tout cas, merci Jérôme. Merci à toi. Et à la semaine prochaine.